Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Raphaël Allard, mon collègue de classe au sein de mon école. Bonjour Joseph. Bonjour. Et avec monsieur Barthélémy Lévesque, notre intervenant. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, tout simplement. Bonjour à tout le monde, moi je suis consultant formateur, j'interviens dans plusieurs écoles, en économie, sciences politiques et notamment aussi sur les sujets d'intelligence artificielle. Et j'accompagne des collectivités, des acteurs publics sur la stratégie notamment. D'accord. Et la stratégie urbaine et ces sujets d'intelligence artificielle dans des projets urbains. Et niveau parcours scolaire, est-ce que vous pouvez détailler un peu ce que vous avez fait, où vous avez étudié Alors moi, à la base, je suis universitaire. J'ai commencé mes études avec une licence de sciences humaines, spécialisée sur des sujets de l'urbanisme, notamment aménagement. J'ai fait plusieurs masters d'économie, master 1, master 2, un deuxième master 2 d'économie, de stratégie. Et je me suis spécialisé, donc toujours à l'université, je me suis spécialisé par la suite sur le changement et la transition à HEC et Polytechnique pour pouvoir travailler justement sur ces sujets-là en partant du principe qu'on est dans un monde économique qui bouge, qui est en transition et j'avais vraiment envie d'apprendre au niveau académique sur le sujet. Super. Merci beaucoup. Bon, on va laisser nos deux collègues derrière la caméra vous poser différentes questions à propos de cette intelligence artificielle et de son avenir. Donc tout d'abord, êtes-vous d'accord pour dire que l'intelligence artificielle représente une menace pour les emplois humains? Oui et non. 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 Très bien. Pensez-vous que l'intelligence artificielle peut être totalement impartiale dans ses décisions? Non. Non. Oui. L'intelligence artificielle peut-elle être un outil clé pour dessiner le paysage urbain ou l'aménagement du territoire? Oui. 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 Croyez-vous que l'intelligence artificielle peut renforcer les inégalités économiques entre les pays développés et en développement? Oui. Oui. Êtes-vous d'accord avec l'idée que l'adoption de l'intelligence artificielle est essentiellement pour la compétitivité des entreprises dans l'économie mondiale? Oui. 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 Êtes-vous d'accord pour dire que l'intelligence artificielle aura un impact plus négatif sur l'emploi dans les pays en développement que dans les pays développés? Oui. Non. Non. Êtes-vous d'accord pour dire que l'intelligence artificielle risque d'accroître les inégalités sociales existantes? Oui. Oui. Êtes-vous d'accord avec l'idée que l'intelligence artificielle peut offrir une expérience d'apprentissage plus personnalisée que les méthodes traditionnelles? Oui. Oui. Pensez-vous que l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation va améliorer les résultats scolaires de manière significative? Oui. 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 Êtes-vous d'accord pour dire que les décideurs politiques doivent prioriser une approche humaniste de l'intelligence artificielle pour éviter qu'elle ne creuse les inégalités sociales? Oui. L'Europe est-elle en retard par rapport à la Chine et les USA dans ce domaine? Oui. Oui et non. La France peut-elle renverser le marché de l'intelligence artificielle mondiale? Non. Et potentiellement. Pas tout seul. Potentiellement Pas tout seul. Oui et non. Non. Et enfin, l'intelligence artificielle rend-elle les individus plus fainéants? Ça dépend. Tout dépend de la personne. Je vais dire non. Oui, dans la globalité. Elle peut, mais non. Très bien, je vous remercie. Pensez-vous que l'intelligence artificielle peut être totalement impartiale dans cette décision? Non, du Non. coup. Moi je disais oui. Mais au final c'est un oui et non. C'est pas l'intelligence artificielle qui est partielle ou impartiale. L'intelligence artificielle ne fait que suivre. Enfin, l'intelligence artificielle générative, j'entends, n'est qu'un modèle. Ne suit qu'un De point l'ordre. Un modèle qui est issu effectivement de l'homme. Donc après ça dépend de quel angle on se place. L'homme aura une partialité. L'intelligence artificielle en elle-même Sera sera impartiale. Mais il suivra la partialité de l'humain. ce
qui lui est dicté. Donc, c'est pour ça, il faut véritablement, un des enjeux, c'est de dissocier à la fois ce que fait l'intelligence artificielle générative de ce qui lui est demandé à la base dans son modèle. Et c'est notamment toutes les critiques qui sont émises par rapport à Grok notamment et DeepSeek aujourd'hui. Alors Grok pour des raisons politiques et DeepSeek pour une espèce d'omerta et quelque chose. Il est compliqué de savoir précisément ce qui est la manière dont a été construit le modèle, même si ce modèle est open source et que la Chine s'est engagée dans une guerre éthique. Donc il y a des doutes, mais on est quand même sur un modèle qui est relativement éthique, d'une certaine manière. Donc, souvenez-vous, il y a 4 ans, typiquement, ChatGPT sur les premiers modèles lancés par ChatGPT, OpenAI, c'était des modèles qui, effectivement, avaient une énorme partialité et qui ont été beaucoup critiqués sur des questions liées aux ethnies, liées à des couleurs de peau, liées à du racisme, à du sexisme. Il y a une partialité qui est très forte. Aujourd'hui, ces sujets-là n'existent plus. Après, l'IA peut prendre une certaine forme de partialité en prenant en compte les différentes sources qu'elle trouve sur Internet. Si on lui demande de nous faire une blague du monde noir, par exemple, elle va chercher ses sources sur Twitter, par exemple, différents réseaux sociaux. Et sur Twitter, elle va trouver une partialité qui se trouve chez l'humain, du coup, que l'humain aura écrit, et elle va trouver une partialité parce qu'elle va prendre en compte comment les humains l'ont fait pour créer cette partialité. Moi, je vais dire non aussi, sous des termes beaucoup moins techniques, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui ont été avérés, comme vous avez dit tout à l'heure, sur ChatGPT qui est sur ethnie, que par exemple, si on voulait parler du conflit palestinien, on pouvait positionner sur une IA comme ChatGPT, la source se dirigeait plutôt vers une source pro-Israël et il y avait beaucoup plus de difficultés à trouver une impartialité dans ces questions-là. Donc, toutes ces questions de politique actuelle, en fait, c'est des intelligences artificielles qui sont dirigées et faites par les Américains. Et à partir de ce moment-là, ça sera très dur de pouvoir aller contre les Américains. Sans prendre en compte les Américains, tout ce qui est actuel ne peut pas être impartial, même par l'intelligence artificielle, quand on n'a toujours pas résolu le problème. Le problème en cours n'est pas résolu, et tout dépendra du nombre d'articles donnés sur tel ou tel avis sur le souci. Et une intelligence artificielle, encore une fois, je tiens vraiment à faire la distinction générative. Vous avez plusieurs intelligences artificielles. Là, on parle d'intelligence générative. Tout comme pour de la presse, l'intérêt, c'est d'aller lire différents types de presse pour avoir une impartialité. Là, l'intelligence artificielle, sur vos exemples, c'est des exemples d'actualité, pour avoir une opinion d'actualité. L'intérêt, c'est d'aller voir plusieurs intelligences artificielles génératives. Vous allez demander, faire un même prompt et une même demande à DeepSeek, à ChatGPT, à Claude, au chat de Mistral. Vous allez avoir des réponses qui peuvent être différentes, qui peuvent être argumentées de manière orientée ou non. À Grok également, où là, vous savez, vous pouvez avoir une forte orientation. Et donc, vous avez différentes orientations. C'est pour ça que pour cette raison-là que j'étais plus sur le côté non, comme vous disiez, que Grok, etc. C'est plus une influence de la personne et de tout dépend de qui est au modèle derrière. En fait. Ouais, c'est ça. La partialité ou l'impartialité de l'intelligence artificielle générative, comme beaucoup de choses, vient de l'homme. Si l'homme redevient impartial, l'intelligence artificielle sera impartiale. Si l'homme développe sa partialité, on ne parle pas d'esprit critique, c'est normal l'esprit critique, mais pourquoi se développent aujourd'hui des fake news à travers l'intelligence artificielle? C'est justement parce que l'homme et puis la formulation de demande est extrêmement partiale et dans les demandes. Donc le sujet, c'est plus la partialité de l'homme que de l'intelligence artificielle générative qui, elle, suivra les infos que l'homme va lui donner. Souvent, je me bats beaucoup pour ça, pour replacer en fait l'homme au centre
de ce sujet de l'intelligence artificielle générative. On parle beaucoup de la technologie derrière, mais le sujet, c'est surtout les données, les datas, et ce que l'homme décide de mettre dans les modèles. La France peut-elle renverser le marché de l'intelligence artificielle mondiale? Moi, j'étais un oui mitigé, non. Et pourquoi? C'est un oui potentiel si l'investissement en recherche et développement de l'IA en France était en expansion, même s'il n'est pas forcément en ce moment. Mais je pense qu'on a une bonne entreprise comme Mistral qui pourrait se positionner parmi les leaders. Puis on a été, pas les premiers, mais on a fait partie des pionniers quand même dans ce domaine-là. Et si on y mettait vraiment les moyens et si notre gouvernement pensait en cet avenir-là, je pense qu'on aurait toutes nos chances pour peut-être pas devancer, mais être à la hauteur des États-Unis ou de la Chine. Dans ce que tu dis est vrai, en France, mon EPIC a quand même plus gros potentiel sur l'intelligence artificielle dans le monde. Ça, il n'y a pas à retirer, il n'y a pas de débat sur ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fleurons français qui ont été rachetés par des entreprises américaines. Récemment, je n'ai pas de nom, malheureusement, mais pas mal, qui sont rachetés, qui sont localisés aux États-Unis, ce qui fausse un peu le débat. Mais... Alors, la France, oui, la France est une nation majeure pour l'intelligence artificielle. Et j'étais obligé de dire non parce que la France ne peut pas seule renverser l'ordre mondial établi sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle fait muter tous les secteurs économiques, toute la vie sociale dans toutes les régions du monde. On est en train de vivre avec l'intelligence artificielle générative, et de manière générale l'intelligence artificielle qui peut être intégrée notamment dans des process industriels, une nouvelle révolution industrielle comparable à ce qu'a pu être la première révolution industrielle. Donc à aucun moment un pays seul pourrait être en capacité, même si les États-Unis, beaucoup de grandes industries de tech viennent des États-Unis, mais la France seule n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que la France et l'Union européenne, aujourd'hui, collaborent avec la Chine et avec l'Inde, notamment sur des sujets d'IA éthique. Donc, par contre, la France, oui, la France a l'une des plus belles académies, l'une des plus belles formations mathématiques, qui est la base pour pouvoir créer des modèles d'intelligence artificielle générative. Tout ce qui est lié à l'informatique, on a quand même aussi une très belle formation en France. Donc on a cette chance-là d'avoir des bases en France pour être l'un des leaders. Le leader, certainement pas. Par contre, ça peut être l'un des leaders au monde sur l'intelligence artificielle. Et vous pensez que c'est une bonne chose de s'allier avec les Chinois sur un thème aussi important que l'informatique et l'intelligence artificielle? Oui. Oui, parce que quand on voit aujourd'hui les États-Unis qui veulent faire cavalier seul sur ce sujet-là, la France et l'Union européenne prônent pour une régulation de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui veulent continuer à développer notamment des programmes techniques. Pour ça, aller s'allier avec la Chine et l'Inde autour d'une IA éthique, parce que le sujet c'est ça, c'est de développer une IA éthique, c'est une très bonne chose. On peut avoir de cette manière des investissements qui sont très importants. On peut créer des partenariats avec aussi d'autres, notamment là je pense aux pays du Golfe et des Émirats Arabes Unis, mais qui sont très fortes parties prenantes, les Émirats Arabes Unis, des investissements en France. Donc c'est une très bonne chose. Parce que, encore une fois, on est sur le développement d'IA éthique. L'objectif de l'Union européenne, quelque part, est assez éloigné que ça de l'objectif chinois, c'est d'avoir des IA souveraines qui peuvent être contrôlées par les États. Donc, les intérêts sont quand même très proches. Il
faut pas que l'Europe reste sous une dépendance chinoise. On ne sera pas normalement. Tout le monde est dépendant. Normalement. Tout le monde est dépendant. On est dépendant de la technologie chinoise et asiatique. Encore une fois, on est dépendant de Taïwan. Ouais. On est dépendant de la Chine sur des sujets vraiment technologiques. Donc là-dessus, on a une dépendance. Par contre, nous, on a mis en place en Europe une structure législative qui permet le développement d'une IA souveraine et éthique. Ouais. Ce que souhaite faire la Chine. Et la Chine voit aujourd'hui l'opportunité à travers cette alliance euro-asiatique de pouvoir véritablement se positionner face aux différents leaders américains que sont aujourd'hui OpenAI, Perplexity, Google avec Gemini, Microsoft avec Copilot, même si Copilot c'est un co-développement avec OpenAI, c'est un partenariat avec OpenAI. Normalement, aujourd'hui, tous ces modèles-là sont américains. Donc, pour la Chine, l'idée c'est de s'associer avec l'Union européenne face justement aux États-Unis. Et de Les développer des modèles. deux, ils trouveront particulièrement. Après, pour appuyer aux chiffres, comme on parlait de dépendance, sur des sources sûres, on a quand même l'Europe qui souffre de 6 dépendances critiques dans 17 technologies de composants de matériaux, dont les semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer en fait de la Chine comme elle ne peut pas se passer de nous. Et on avait parlé de recherche et développement dans la tech. J'ai une petite comparaison. Les États-Unis, c'est 950 milliards de dollars. Donc on a un ratio PIB de 3,3%. En Chine, on est à 496 milliards, donc de 2,70%. Et d'où ma réponse aussi non tout à l'heure, la France ne peut pas avoir un impact mondial. Ce sera à travers l'Union européenne. Ça, on est un peu d'accord sur ça, sur le principe, avec tous les projets d'investissement. Et l'Union européenne ne représente que 247 milliards de dollars d'investissement, donc un ratio du PIB de 2,2%. Donc il y a quand même, dans les faits et les chiffres, on est en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine. Mais c'est sûr que si on compense cette alliance avec les Chinois, on reviendrait à une part égale avec les États-Unis. Voire même supérieur. L'Union européenne, donc là en février, Ursula von der Leyen annonce un plan d'investissement de 200 milliards d'euros sur l'intelligence artificielle, à la fois sur des sujets liés à la formation, sur des sujets liés à l'adaptation des entreprises d'adaptation de l'économie à ce sujet de l'intelligence artificielle et à l'investissement dans des technologies, dans des data centers, dans de la R&D. En parallèle, la France, à elle seule, annonce 100 milliards d'investissements soutenus. Il faut bien comprendre par contre une chose, tout comme le projet Stargate aux États-Unis, ces investissements sont soutenus par le privé. C'est pas le public, c'est pas les États qui vont amener ces financements-là. Ils vont mettre en place des dispositifs de soutien pour que les entreprises puissent investir ces montants-là. C'était 3 entreprises privées, En France, on a 100 milliards qui sont projetés, dont la moitié, à peu près 40-45 milliards, venant des Émirats Arabes Unis. Ouais, ce que je voulais dire, c'était le fonds souverain qui avait décidé. Exactement. Et cet investissement-là, il est notamment tourné sur 2 aspects. Le premier aspect, développer un réseau de data centers à travers tout le pays. Et le deuxième aspect, c'est de créer la plus grande école d'intelligence artificielle d'Europe, qui serait en France. Pour justement former à la fois des A1, ça peut être des professionnels aujourd'hui qui veulent changer de métier, pour former des futurs, vous êtes étudiants aujourd'hui, les étudiants de demain qui puissent aller dans ces écoles-là pour découvrir de nouveaux métiers. Ne pas oublier que d'ici 5 à 10 ans, 80% des métiers qui existeront n'existent pas aujourd'hui. L'intelligence artificielle crée une mutation très profonde. C'est un peu le principe de Joseph Schumpeter avec la notion de destruction créatrice. Bien sûr, que... ça a toujours été. Ça a toujours été. Toutes les mutations économiques ont créé
des emplois aujourd'hui là. Personne ne peut savoir combien d'emplois vont se créer. Aujourd'hui, on a des projections, mais personne ne peut réellement savoir combien d'emplois vont être détruits en France et à travers le monde, et combien d'emplois vont être créés. Néanmoins, on sait parfaitement qu'une révolution économique comme celle-ci va créer des emplois. Donc, le sujet, après, c'est est-ce que l'économie va aller vers cette révolution ou est-ce qu'elle va être réticente? De toute manière, le progrès est en marche. Donc, plus les entreprises seront réticentes, potentiellement, plus la destruction pourrait être importante. Et après, plus on mettra du temps à recréer le même volume d'emplois et potentiellement à en créer encore plus, à avoir un ratio qui soit positif. Est-ce que l'intelligence artificielle rend les individus plus fainéants? En fait, moi j'avais répondu que ça ne rendait pas plus fainéant, mais il va falloir prendre une limite et un peu prendre un cas critique. C'est-à-dire que c'est sûr que si on demande à une intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou Perplexity de faire notre dissertation le lundi soir pour un lundi, c'est sûr que ça ne nous aidera pas. Par contre, sur la confrontation de sources, sur la recherche précise, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et pour moi, ça, c'est pas de la fainéantise, c'est justement du travail et une qualité qu'on peut acquérir au bout d'un certain temps à exploiter. En fait, moi j'ai répondu oui et non. Tout simplement parce que tout dépend comment est-ce qu'on va l'apprendre. Je fais pas d'individu. Si je prends par exemple, vous êtes étudiant. Les étudiants, j'enseigne dans différentes dans différentes écoles. Je vois des étudiants faire des présentations avec, aujourd'hui il y a des outils, on met juste le sujet sur lequel on doit faire une présentation, l'outil nous sort 5-6 slides d'une présentation, exactement gamin, et vous n'avez pas à travailler, c'est juste que par contre ce que vous avez fait est complètement nul. Par contre, et donc là, oui, là c'est de la fainéantise pure, si on reste sur la question. Par contre, celui qui va utiliser d'un côté de son écran un outil d'intelligence artificielle générative, potentiellement plusieurs, pour essayer de comparer les différentes réflexions, qui va avoir un objectif clair et qui va améliorer ce que ça va améliorer à son niveau de réflexion, ça va améliorer le nombre de questions qu'il va se poser et qui va aller creuser beaucoup plus le sujet qu'il ne l'aurait fait initialement dans un temps aussi beaucoup plus court. Là non, parce que l'étudiant va se dire, va travailler, va avoir une réflexion, va avancer, et c'est pour ça que c'est l'usage de l'intelligence artificielle qui peut rendre fainéant si on l'utilise comme tel, ou, moi je parle souvent d'humain amélioré, parce que c'est le cas. C'est un humain qui pense à tout. Quand vous utilisez régulièrement dans vos études, dans des missions de conseil, dans la structuration aussi des formations pour des formateurs, quand vous utilisez des outils d'intelligence artificielle générative, vous allez véritablement améliorer aussi le contenu de ce que vous allez présenter. C'est pas pour ça que vous ne connaissez pas ce que vous présentez. Et c'est là la nuance. Si on demande de faire quelque chose sur lequel on ne connaît absolument rien et on ne va pas s'intéresser, là, ça n'a aucun intérêt. Par contre, aujourd'hui, vous avez, j'entendais l'autre jour, c'est un anthropologue qui venait d'écrire son dernier bouquin avec l'intelligence artificielle, et en fait, il expliquait de manière très honnête, et je pense que le sujet c'est ça, c'est très honnête, très ouvert, que l'IA générative, lui a permis d'aller très vite dans l'écriture de son ouvrage. Ce qu'il y a à l'intérieur, il n'a rien appris de particulier parce que c'est son métier et que voilà, il n'a rien appris de particulier. Par contre, l'usage de l'intelligence artificielle générative lui a permis d'écrire très vite, lui a permis de concevoir des à partir du moment où il donne des bonnes informations, il choisit des informations, des interviews, bien sûr. Et ça lui a permis d'aller très très vite dans la création, la rédaction de son ouvrage.
et qui correspond aussi parfaitement au ton qu'il voulait donner, parce qu'il sait réaliser des prompts, il sait faire des itérations, qu'on utilise une IA générative. La bonne réponse ne vient pas sur une itération, mais sur 5, 6, 8, 10, 15 itérations, voire même pour certains sujets, c'est 20, 25, 30 itérations. Donc, et ça prend du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, pour un travail de recherche, l'intelligence artificielle est quand même la supérieure à l'homme en termes de rapidité. Oui, c'est un travail de recherche, oui, et notamment là, on va arriver sur le sujet de la recherche. Je pense notamment à certains diplômes comme des doctorats ou après certaines missions de recherche qui effectivement vont être complètement remodelés. Aujourd'hui, un doctorat, une personne qui veut réaliser son doctorat, jusqu'à maintenant, les 3 ans étaient intenables, ça se passait très souvent plutôt entre 4 et 5 ans. Aujourd'hui, en 2 ans maximum, ta thèse, elle est réalisée, voire même, enfin, je dis 2 ans parce qu'il y a un aspect humain, il faut rencontrer du monde, donc ça prend du temps. Mais derrière, la rédaction, ça va très très vite. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai. Donc, sur la recherche, oui, ça va très vite. Après, il faut avoir le réflexe de sourcer, de vérifier ses sources, de travailler avec une IA qui devient un assistant et à qui on demande des sources qu'on va vérifier après, en fait, faire un travail qui est logique. Et ça prend du temps. Pour faire ça, justement, c'est pas de la fainéantise. C'est à l'homme de ne pas être fainéant. Et vous, en tant que prof, vous recommanderiez l'usage de cette intelligence artificielle générative aux étudiants, aux lycéens et même aux collégiens? Moi, je la recommande tout le temps. Alors, dans l'enseignement supérieur, très clairement, le sujet n'est pas utiliser ou n'utilisez pas l'intelligence artificielle, parce que de toute manière, on sait parfaitement que l'immense majorité des étudiants vont l'utiliser au quotidien, mais c'est plutôt de mettre des garde-fous sur la manière dont vous allez l'utiliser. Si vous faites de faire une présentation, c'est aussi à un moment donné de poser certaines questions pour se rendre compte si les étudiants juste comprennent ce qu'ils viennent de raconter. Donc c'est accompagner les étudiants pour être sur la bonne utilisation. Le collège et le lycée, typiquement Elisabeth Borne, donc, en février, a annoncé le lancement d'une IA souveraine, parce qu'ils se sont rendus compte que, alors, notamment au lycée, c'était de mémoire entre 70 et 90% des élèves qui utilisaient l'intelligence artificielle générative au quotidien, et à peu près 20-30% des profs. Beaucoup moins d'enseignants. Et donc, le sujet, c'est justement de créer une IA souveraine pour venir en soutien des élèves et faire en sorte qu'ils n'utilisent pas ChatGPT, Claude, mais potentiellement une IA qui a été développée par une entreprise française qui peut être contrôlée et suivie par le ministère de l'Éducation nationale avec, très important, une charte éthique dédiée. On n'en parle pas assez, mais c'est très important si on veut faire un bon usage de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le public ou dans le privé, avoir une véritable charte d'éthique, une charte d'utilisation de cette intelligence artificielle générative, et de lui donner des cours d'utilisation, des cours de compréhension de l'intelligence artificielle aussi, dès le collège et lycée. Et ça a été l'annonce d'Elisabeth Borne. Donc oui, que de toute manière, la question c'est pas est-ce qu'on pense qu'il faudrait l'utiliser, c'est l'utiliser. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner cette utilisation et cet usage pour éviter avoir un bon usage. Donc pour finir, on va parler du rapport Draghi, donc le président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a remis un rapport le 9 septembre 2024 à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, sur un peu le futur de l'Union européenne ainsi que son économie. Donc pour commencer, on va partir sur les chiffres, j'en ai déjà balancé quelques-uns, mais sur le thème
L'intelligence artificielle, l'Europe compte environ 1613 entreprises d'intelligence artificielle, donc dans toute l'Union européenne. Parmi les leaders européens, on trouve des entreprises comme DeepMind, Mistral AI. Les États-Unis représentent un marché avec environ 4643 entreprises d'intelligence artificielle. 3000 de plus que nous. Voilà, exactement. Donc Google, Facebook, OpenAI, Perplexity, maintenant Grok avec Elon Musk. Côté chinois, on est quand même beaucoup plus bas, avec 1337 entreprises. Alibaba, Baidu, Alibaba plus devant. Exactement. Ouais. Donc, monsieur, moi j'ai une question. Avec ces chiffres que je vous donne, est-ce que l'Union européenne doit absolument rattraper et combler ce retard, ou comme on avait dit tout à l'heure, s'allier avec la Chine et l'Inde contre les Américains? Ça ne doit pas être une course, je pense. On doit d'abord se spécialiser et programmer notre intelligence artificielle de notre côté, même si c'est avec la Chine, mais pas vouloir à tout prix rattraper les États-Unis en termes de chiffres. Ouais, c'est Mais bien. être plus performant par contre. Là, pour être plus précis, Mme Draghi, c'est l'ancien président de la BCE. Le sujet n'est pas tant le volume d'entreprises qui peuvent travailler sur l'intelligence artificielle. Les États-Unis, c'est un marché colossal. La tech américaine domine aujourd'hui la 1, cet univers de la tech au niveau international. Donc, ce sujet-là, pour moi, n'est pas forcément plus important. D'autant plus qu'aux États-Unis, on aime créer des entreprises innovantes. C'est pas pour ça qu'elles vont véritablement apporter une véritable valeur à la fois technologique ou économique. Donc là, le sujet, notamment pour Mme Draghi, c'était sur la compétitivité à travers la réglementation. Est-ce que l'Union européenne, à un moment donné, va arrêter de légiférer pour investir dans de l'innovation, pour permettre à ces entreprises de ne pas être freinées dans leur développement? Donc ça serait en gros, je peux dire ça, mais ça serait d'assouplir les réglementations et un peu la peur de cette intelligence artificielle pour la libéraliser un peu plus et pouvoir avoir plus de matière pour l'utiliser. En Europe, on a quand même des champions, effectivement, comme Mistral, qui est français, qui a souhaité une antenne à San Francisco, mais qui reste en France, dont le siège reste français, et qui souhaite développer aujourd'hui avec une entreprise qui s'appelle Helsing, une entreprise allemande, un véritable système de défense autour de l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle précisément. Donc, on a quand même des champions en Europe et en France. Donc, d'avoir plus ou moins d'entreprises n'est pas le sujet. Ne pas oublier, tu disais ça a pris 1300 entreprises en Chine. Pourtant, DeepSeek est arrivé et a littéralement bousculé les codes des entreprises, des investissements dans l'intelligence artificielle. Ils ont carrément fait chuter l'économie. Donc, quand DeepSeek est arrivé, Wall Street a demandé aux entreprises américaines de diminuer les investissements et d'aller sur la rentabilité. Ne pas oublier qu'un modèle comme ChatGPT aujourd'hui, ChatGPT 4.1, 4.5 et encore plus avec le 5 qui va arriver, c'est à peu près 100 millions de dollars d'investissement. Un modèle comme Gemini, on est autour des 180 millions d'investissement. DeepSeek, c'est de mémoire à peu près 6 millions d'investissement. Donc, c'est un niveau beaucoup plus faible. Et c'est un niveau qui est beaucoup plus. C'est un modèle qui est beaucoup plus rationnel aussi dans sa manière de traiter la data. Donc, c'est pas parce que l'on a moins d'entreprises qu'on ne peut pas changer la donne. Et le sujet, ça va être ça. Pourquoi, encore une fois, est-ce que l'Union européenne s'associe à la Chine? C'est pour créer une IA éthique. Et aujourd'hui, l'une des grosses craintes des citoyens et des entreprises, c'est l'usage de la data.
comment est-ce que nos données vont être utilisées. Donc c'est ce côté éthique. Si les gens n'ont pas confiance en l'intelligence artificielle générative, c'est parce qu'ils se disent oui, mais si j'utilise une IA générative, on va prendre mes informations. Ce que je veux dire, on va le prendre. Donc après, il y a la manière d'utiliser aussi des modèles avec des règles de base, ne pas mettre ses informations personnelles, ne pas donner des informations confidentielles sur soi ou sur une entreprise. C'est le plan produit de Samsung qui avait été dévoilé l'an dernier, qui a été dévoilé au monde entier avec plusieurs mois d'avance, parce que ses collaborateurs avaient utilisé ChatGPT. Et du coup, le plan produit a complètement fuité. Donc, le développement d'IA éthique, aujourd'hui, peut permettre de concurrencer, clairement, les entreprises américaines. Vous avez parlé de DeepSeek, donc c'est une entreprise chinoise qui a développé une intelligence artificielle avec des moindres coûts et qui a bousculé le monde de la tech. Même si Nvidia s'est relevé, récemment, ils ont présenté à une centre Crochet aux États-Unis, en collaboration avec Disney et Star Wars, un nouveau robot, je ne sais pas si vous avez vu. Un robot avec 2 ordinateurs Nvidia implantés en lui-même. Et c'est un robot intelligent du coup qui réagit à l'humain en temps réel. Et en fonction de ce que vous lui dites, il va réagir de par des petits bruits, un langage en gros, et va vous écouter, va faire ce que vous lui dites. Et ça, c'est la volonté de l'homme depuis 80 ans d'avoir des robots, et notamment, tu disais, avec Walt Disney, mais le monde du cinéma fait, je ne sais pas si c'est l'éloge, ou en tout cas met en avant cette vision-là de l'avenir, comme des robots qui vont être les assistants personnels des hommes. Donc, c'est logique d'aller là-dessus. Maintenant, typiquement, DeepSeek a montré qu'on pouvait faire ce type d'usage avec beaucoup moins de ressources. Tu parlais d'NVIDIA. Pas oublier qu'aujourd'hui, on a une course à l'armement en matière de puissance de calcul, de GPU. DeepSeek a montré qu'avec des puces, non pas de dernière génération, mais datant de 2021, donc avant l'embargo américain, il pouvait être en capacité de créer un modèle tout aussi performant que pouvait l'être. Donc, on a une course à l'armement qu'on voit technologique qui coûte beaucoup d'argent pour avoir des puces toujours plus puissantes, alors que là on montre qu'on peut faire la même chose, mais qu'il y a des améliorations à faire, qu'on peut faire la même chose avec une puissance de calcul bien inférieure. Et vous ne pensez pas que ce problème économique pourrait être résolu à l'avenir si la puce arrive à apprendre par elle-même et à s'auto-améliorer avec le temps, en fonction des informations qui se trouvent sur Internet, si on continue? Est-ce qu'on pourra, sans changer de puce, on pourra améliorer la puce par elle-même? La puce, une puce, c'est de la technologie. Donc ça, c'est plus technique. Ça ne s'améliore pas, c'est l'homme qui va l'améliorer. Le modèle derrière, le modèle de langage, l'objectif c'est de créer ce qu'on appelle un modèle général. Le modèle général, c'est une IA générative qui est en capacité d'avoir une réflexion semblable à celle d'un être humain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qui est semblable à celle d'un être humain, c'est-à-dire qu'il va effectivement s'améliorer par lui-même. Il va il va améliorer son niveau de réflexion, il va améliorer son niveau d'apprentissage par lui-même. Là où aujourd'hui l'homme reste quand même derrière. Donc, c'est un des objectifs aujourd'hui des chercheurs d'aller vers cette intelligence artificielle générale, mais qui va ouvrir à d'autres challenges, très clairement, notamment éthiques. Ça nous amènerait une IA autonome en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça ouvre à d'autres sujets. Et
l'IA générale est une IA qui est dans le viseur des États, pour pouvoir à un moment donné aussi la contrôler. Très réglementé, à mon avis. C'est exactement. Là, on parle d'un type d'intelligence artificielle, alors on n'y est pas aujourd'hui, on sait comment y aller, mais technologiquement, on n'y est pas encore. Par contre, c'est une IA où des dirigeants comme Sam Altman échangent régulièrement avec, avant le gouvernement Biden et l'équipe Biden, maintenant avec l'équipe Trump, pour, même si c'est plus compliqué du fait de l'histoire entre Sam Altman et Elon Musk, néanmoins, échangent sur justement cette intelligence artificielle générale pour savoir comment est-ce que le gouvernement va pouvoir gérer et contrôler cette intelligence artificielle précise. Donc il ne faut pas en avoir peur, c'est juste, il faut s'adapter en fait. Bon, merci à vous deux d'avoir été sur notre plateau et abonnez-vous. Merci à vous. Merci monsieur, merci Raphaël. Lâchez un pouce bleu.